Docteur Monro, quand on a préparé en quelque sorte cette matinée, vous me disiez que vous aviez été médecin général, généraliste, vous avez été élu, vous avez choisi de devenir médecin du travail, mais que l'appellation médecin du travail n'était plus appropriée et qu'il fallait parler plutôt de médecin de prévention. Qu'est-ce qui a évolué dans le métier qui est le vôtre ? Alors, dans le métier, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Parce que la médecine a évolué et parce que la prévention des risques et la prévention des maladies est devenue une des priorités des médecins et des employeurs. Michel Iriart le disait, j'en lisais ça l'autre jour dans un truc de la FNCDG, là. Le président. Le président. FNCDG, Michel Iriart. La prévention des risques professionnels est la première chose à mettre en avant dans nos collectivités. Le médecin du travail, moi j'aimais bien ça, parce que un sociologue que j'aime bien avait dit « Le médecin du travail, il ne soigne pas les gens, il soigne le travail. » Et maintenant, on dit médecin de prévention, prévention des risques professionnels. Donc, je me suis dit, sur ma carte, je vais mettre médecin du travail et de prévention. Pour soigner le travail, c'est ce qu'on est en train de tous d'essayer de faire. Essayer de donner à chaque agent, à chaque individu, la possibilité d'avoir une activité professionnelle qui le comble. Puisque la pire des maladies professionnelles, c'est de ne pas avoir de travail. Le plus malheureux, ce n'est pas celui qui est malheureux à son travail, c'est celui qui n'en a pas. Et donc, pour ce faire, le législateur, quelque part, de temps en temps, réfléchit et s'est dit qu'on allait faire des services de santé, sécurité au travail. On a donc dans la Nièvre, dans notre petit département, créé ce service de santé sécurité au travail pour les collectivités territoriales. Ça a tellement plu que les collectivités dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont pas adhérentes au centre de gestion par définition, à cause de leur taille, qui était la mairie de Nevers et le département, sont devenus des partenaires dans ce service de santé sécurité au travail. Sur ce segment. Sur ce segment. D'accord. Pas sur l'ensemble du centre de gestion, sur la santé sécurité au travail. Avec un partenariat intéressant, avec des gens qui vont de chaque côté agir dans le sens de l'employabilité et de la qualité de vie au travail des agents. Mais également, un certain nombre de services de l'État sont venus se raccrocher et la préfecture de région a tellement été enthousiasmée qu'elle nous a donné de l'argent. Ça, c'est... Voilà, j'allais vous dire, est-ce que vous avez les moyens financiers de votre ambition humaine ? Alors, on avait les moyens sans rien demander. Et d'ailleurs, on n'a rien demandé. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas... Un cas unique en France. On n'est pas allé chercher de subventions. Des subventions qui sont arrivées sans les demander. On est venu nous les apporter. Écoutez, alors là, on échangera nos coordonnées après. Il y a un article pour moi à faire. Comment le tracé de cette subvention. Voilà, donc vous pourrez suivre ça le 5 juillet, il y a l'inauguration officielle. Oui, d'accord. Donc, et ce service devra, à terme, avoir 3 médecins. On est 2 pour le moment. Mais 3 médecins, 2 infirmières, une psychologue, un technicien et un agent chargé des fonctions d'inspection, de façon à couvrir l'intégralité et faire à notre petit niveau ce que vous arrivez à faire avec vos 200... La plateforme dont on parlait Delphine Goujon, c'est ça ? Voilà. Et en essayant de promouvoir, je pensais que vous alliez le dire tout à l'heure, la communication non violente dont parlait Rosenberg. Et je me disais, j'en ai une dans mon bureau, mais je me disais, je vais mettre ça en haut de l'affiche, empathique comme une girafe. D'accord, très bien. Vous vouliez parler aussi, docteur Monro, de la nécessité finalement, on parle beaucoup de cet âge pivot, 45 ans, ça couine un petit peu partout, et il faut éventuellement envisager une reconversion. Est-ce que c'est le bon âge moyen, à votre avis, ou pas ? Ou est-ce que on pourrait, dès qu'on a 25-30 ans, s'interroger sur les possibilités d'évoluer et d'anticiper ça ? Plus on est jeune, mieux on apprend. On sait que dans les 10 premières années, on fait c'est à ce moment-là qu'on donne à notre cerveau la possibilité de faire autre chose. Dès qu'un agent est recruté à 19 ans, 20 ans, 21 ans, comme ATSEM, comme... j'allais dire TOS, mais ça se dit plus, hein, TOS.
hein. ATT. Ça a changé de nom. Oui, absolument. Ou adjoint technique, etc. Il faut- Il faudrait, ensemble, organismes de formation, centres de gestion et collectivités, lui donner déjà l'envie de réfléchir à une formation continue, de telle sorte que, quel que soit l'âge auquel il aura envie de faire autre chose, où il deviendra difficile pour lui de continuer à travailler, il soit déjà rentré dans ce cycle. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur les 15% d'illettrisme et les X% d'illectronisme. Il faut le faire à ce moment-là. Quand on prend le tramway, ou quand on prend le métro, quand on prend le train pour aller à Paris, je vais plutôt à Paris qu'à Strasbourg, moi, mais vous à Strasbourg, on voit beaucoup de gens qui vont en formation. C'est beaucoup les cadres. C'est très peu les catégories B, et encore moins les catégories C. lycées, qui représentent 75% d'ailleurs, je le dis au passage, des fonctionnaires territoriaux. Voilà. Mais dans le monde idéal de la loi, tout ça est prévu. Si il y a le PPR dont vous me parliez hors antenne, on va dire, qui permet justement à des agents de prendre le temps de réfléchir, de mettre en œuvre un projet de reconversion professionnelle. Et à juste titre, toujours, on fait rentrer dans l'intimité de ce hors-antenne. Delphine Goujon expliquait quand même que dans les petites collectivités, voir partir tout le monde en PPR, ça risque quand même de déséquilibrer un petit peu l'organisation interne. Comment jouer finalement entre cette nécessité de formation continue et le fait de continuer à rendre le service public dans les collectivités, et notamment les plus petites? Docteur, et puis après on peut élargir. Je ne vais pas faire un quart d'heure sur le PPR, il faudrait des heures et des heures. Mais cette idée de période préparatoire au reclassement professionnel est née dans l'esprit de quelqu'un d'intelligent, très certainement, avant janvier 2017, puisqu'il était déjà inclus dans une circulaire de janvier 2017, en même temps que le temps partiel thérapeutique et la modification de la législation sur les accidents de travail de service. L'idée, c'était de permettre à quelqu'un qui est en inaptitude définitive à son poste d'avoir un an pendant lequel il serait rémunéré comme en activité et qui lui permettrait de faire une reconversion professionnelle. C'est une grande idée. Mais comme d'habitude, on est en France, c'est-à-dire que sont arrivées une pluie de complications administrativo, légalo, je ne sais pas quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, va falloir faire des conventions tripartites entre le centre de gestion, l'agent, le CNFPT, et on ne sait pas très bien dans quelle situation, dans quelles conditions ça va pouvoir se faire. Néanmoins, c'est une grande idée. Et ça va pouvoir répondre en partie à tout ça. À condition que ce ne soit pas les centres de gestion qui règlent tout. Mais aussi les. Bah, alors, est-ce qu'on peut, sur ce point, peut-être sur le PPR, comme une possibilité à creuser, Frédéric Cher? Oui, alors juste un petit mot sur cette PPR. Donc les centres de gestion sont très très moteurs. Il y a beaucoup de travaux actuellement. Sur le chat, d'ailleurs, il y a même nos amis de Toulouse ou du CDG 31 donc, qui nous indiquent qu'ils ont réalisé pas mal d'outils. Le Grand Est, enfin dans le quart nord-est, dans l'interrégion, on pilote bien sûr des outils qu'on va commencer à déployer. Et effectivement, pour que cette PPR réussisse, alors il y a l'administratif, mais c'est surtout connecter les humains entre eux pour faire en sorte que la PPR ne soit pas qu'une prolongation d'un arrêt maladie, faire en sorte que cette PPR, elle atteigne son but, c'est-à-dire essayer d'éviter de l'invalidité et permettre à un agent... Mais c'est automatiquement après une interruption de... Alors, on ne va pas forcément rentrer techniquement dans les détails, mais en gros, dès qu'il y a un risque en fait, d'inaptitude, cette PPR est un droit, le texte le dit comme ça, c'est un droit, encore un droit individuel auprès de l'agent, enfin pour l'agent, et donc il va falloir... oui, c'est début mars, donc voilà. Et effectivement, petite collectivité comme grande collectivité, je pense que ces demandes-là, légitimes, vont s'exprimer. Et donc il faut répondre, et surtout, les conventions tripartites vont permettre peut-être, avec un peu de lien humain, beaucoup de lien humain, de faire comprendre que l'employeur comme l'agent, ou le centre de gestion, ou les partenaires sociaux, ont intérêt à ce que ces périodes-là réussissent. Et ça ne se décrète pas, ça se vit, il faut être entouré, alors CNFPT, mais aussi d'autres organes de formation qui en fait permettent d'allier le côté handicap, enfin en tout cas limitation de l'aptitude et une formation.
Donc là, le CNFPT et les centres de gestion sont en train de travailler. Ça répond aussi à la question d'Aurélie. Est-ce que le CNFPT va s'associer avec les CDG pour ces PPR? Évidemment, on le souhaite, nous. Alors, c'est en cours de discussion. Mais également les organismes de formation qui sont répartis sur tout le territoire et qui, eux, ont parfois la spécificité d'allier le handicap, l'inaptitude avec ces formations professionnelles. D'accord, super, voilà. Très bien. Frédéric Cher, vous l'avez bien compris, dans le déroulement de cette matinée, il s'est accaparé de ce live chat et donc c'est vers lui, il est beaucoup plus agile que moi en termes de captation de toutes ces questions et donc il nous faut remonter un certain nombre de choses et visiblement il y a pas mal de questions. Hein, donc c'est bien, n'hésitez pas, hein, Frédéric. Delphine Gougeon, sur ce dispositif qui se profile, que vous appréhendez de quelle manière ? Alors pour l'instant, on n'a pas encore eu de demande. Je crois que ça date du décret du 5 mars, il me semble, donc c'est relativement récent. Je parlais tout à l'heure de notre dispositif de cellule de transition professionnelle. Moi, je le conçois tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la cellule de transition professionnelle, elle peut proposer à l'agent cette période d'aide à la reconversion qui, à mon sens, ne doit pas être uniquement de la formation, mais aussi beaucoup de mise en situation, parce que l'objectif, c'est quand même que l'agent puisse se projeter dans un nouveau métier. Alors la formation, c'est une chose, mais parfois on constate que les agents n'ont pas toujours la vision très claire de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils peuvent faire, de ce à quoi correspondent les métiers. Vous savez, quand on est un agent d'un service technique, j'ai souvent entendu que l'agent du service administratif, il se la coulait douce derrière son ordinateur et son bureau. Donc cette période, elle doit aussi être l'occasion de mettre des réalités présupposées avec des réalités constatées. Constatées, d'accord. Frédéric Cher, est-ce que c'est difficile de mettre... il y a un centre de gestion, il y a un agent, il y a une petite collectivité, partons sur ce schéma-là. Ouais. Est-ce que c'est difficile de dégager une convergence entre les envies, les désirs, les préconisations des uns et des autres ? C'est pour ça que j'insiste vraiment sur la dose de lien humain. Dans ces situations d'absence pour maladie, parce que l'agent est en arrêt, il s'approche de l'inaptitude, les relations ne sont pas forcément toujours très bonnes entre l'employeur et l'agent. Et en plus, il y a le secret médical qui nous impose de ne pas tout dire, évidemment, heureusement. Donc c'est parfois, assez souvent, assez compliqué en termes de relations. Et surtout, l'agent a certainement été remplacé depuis tout ce temps d'absence, donc il faut justement reconnecter, j'insiste vraiment, reconnecter les élus, les humains que sont les élus, les agents, et les organismes de formation, le centre de gestion. Donc là, c'est vraiment la technicité de mes collègues qui s'apprêtent à faire ça. Et c'est pas naturel. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire comprendre que tout le monde a un intérêt à ce que ça réussisse. Et effectivement, comme disait Delphine Gougeon, il n'y a pas que la formation, parce que ce n'est pas une obligation. Juridiquement, on n'est pas obligé de faire une formation, surtout dans les grandes collectivités ou les moyennes, effectivement. Il peut y avoir des formations internes, des mises en situation. Donc il y a toute une panoplie en fait, d'outils de PPR qui sont à concevoir. Toutes les innovations qui permettent... un agent, il aurait une sacrée dose de courage, revendiquant son droit à cette formation, ayant une fin de non-recevoir de sa collectivité, et puis allant au Conseil d'État. En fait, il faut quand même... Alors là, le problème, c'est que... Il y a quand même une problématique après. Je veux dire, il faut qu'il y ait une harmonisation dans la démarche. Quand même. C'est ça. C'est vraiment un droit individuel. Donc, la contestation des droits individuels, il faut s'accrocher, il faut avoir des bonnes raisons de la refuser, etc. Ouais. Alors voilà, donc c'est pour ça que les enjeux sont importants et qu'on va très rapidement, début juillet, en ce qui nous concerne dans les Vosges, commencer à communiquer très concrètement sur ça. Et évidemment, en interrégion, c'est-à-dire qu'on ne communique pas que pour nous. Les travaux ont réuni plusieurs CDG, au niveau national aussi, au niveau des centres de gestion, au niveau un peu plus local. Voilà, même les gens de Toulouse, du sud-ouest, c'est pas typiquement sur le nord-est. Les centres de gestion sont assez proches pour avoir déjà reçu des demandes de PPR. Et donc pour être... non pas embêté, mais si jamais faut avancer. Ça se précise. Régine Palombo, on parle bien entendu beaucoup de fait, d'inaptitude, de difficulté à suivre, mais en introduction de cette matinée, on a insisté aussi sur le fait que la formation, ça pouvait aussi être un vecteur d'épanouissement personnel quand on a envie de ne pas vendre ses compétences parce qu'on on a le service public chevillé au corps et qu'on n'a pas envie d'aller dans le privé, on a envie de rester. Donc de vivre des promotions personnelles dans ce cadre-là, et c'est possible. Oui, tout à fait. Il faut le rappeler.
Ouais. L'accès à la formation est une des conditions de développement de l'employabilité, en permettant aux agents d'acquérir ou de développer de nouvelles compétences. Pour moi, outre le développement des compétences, la formation est aussi un vecteur de promotion sociale. On n'y pense pas forcément assez, mais je pense par exemple aux préparations au concours, puisque les agents, idéalement, s'ils réussissent le concours, c'est là où ils vont le plus progresser, mais même de faire une préparation au concours avec tout ce que ça implique en termes personnels et professionnels, en termes de progression, c'est déjà une énorme progression. Ça va leur permettre de progresser, de gagner aussi en responsabilité. Mais je reviens sur quelque chose que je disais aussi tout à l'heure, l'agent doit néanmoins être proactif dans cette recherche, mais la collectivité a aussi un rôle à jouer, puisqu'il faut laisser la possibilité à l'agent de prendre des initiatives, de pouvoir aussi mener éventuellement des projets, tout dépend sur quelle mission on est. Et si tout ça est combiné, l'agent a vraiment tout un contexte très favorable pour progresser, évoluer au sein de cette collectivité ou d'une autre. Il y a des tas de tables rondes ou de sujets de tables rondes qui se dessinent dans cette matinée, de la proactivité d'un agent et des difficultés qu'il pourrait éventuellement rencontrer face à ces cadres et face à ces collectivités qui lui refuseraient en quelque sorte d'être dans cette démarche-là. Frédéric Cher, est-ce qu'il y a toujours une agitation du côté du il y a lab beaucoup d'échanges. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Du chat. Alors, on a des questions sur le CPF, mais sur les questions de la monétisation, mais on n'a vraiment pas toutes les données. Peut-être juste un point, parce qu'effectivement, le secteur privé, le CPF est exprimé d'ores et déjà en euros. Dans la fonction publique, là, c'est toujours exprimé en temps, en heures. Donc, comme les pouvoirs publics, de manière assez logique, veulent permettre justement les mobilités entre les différents secteurs publics et privés, d'une manière ou d'une autre, ça sera exprimé de la même manière que le secteur privé à terme. Après, le comment, c'est cette grande question. Donc, on ne va pas pouvoir répondre à la question qui est posée tout de suite, enfin, pas en totalité, mais dans l'idée des pouvoirs publics, du gouvernement, forcément, il faut que les transferts privés-publics dans tous les sens puissent ne pas poser problème. Voilà. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Il y a pas mal de discussions sur les formations à suivre pendant les arrêts maladie. Alors effectivement, dans la fonction publique, dans le secteur public, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, si on a une vision rigoriste juridique, c'est pas possible d'aller en formation pendant les arrêts maladie. Ça se discute beaucoup et il y aurait un intérêt à ce que ça évolue. Parce que dans ça le privé, c'est peut-être possible. Non, alors, si, c'est pareil. Est-ce qu'on je suis peu connaisseur, mais en tout cas, ce serait certainement plus souple. La PPR commence à arriver pour éviter justement l'arrêt maladie et puis permettre, pourquoi pas, une formation. C'est dommage, mais pas profiter d'un moment, sauf sur ça fera l'objet des ordonnances qui devraient arriver aussi, parce qu'on a bien ce point un peu moyenâgeux. Voilà, ça devrait évoluer donc assez rapidement. Alors une question, on revient peut-être sur un sujet antérieur, l'accompagnement des secrétaires de mairie localement. C'était une question. Là aussi, ça rejoint éventuellement une question sur la PPR. On a parlé d'immersion dans les collectivités. Eh bien, on accompagne, alors dans les Vosges et certainement aussi dans d'autres départements, des gens qui participent à ces formations, à ces immersions, pour qu'ils vivent et qui répondent aux besoins locaux. Et aussi, on assiste les gens qui arrivent sur ces postes-là en milieu rural. Les élus veulent bien recruter, même si la personne n'a pas la connaissance, la fibre territoriale, à condition qu'il y ait un tuteur, un accompagnateur qui puisse gommer un petit peu les spécificités et qui puisse permettre de répondre très localement dans des toutes petites collectivités. Ce n'est pas des grandes collectivités. Voilà. Donc, les CDG sont très acteurs là-dessus pour répondre aussi aux besoins locaux dans le domaine administratif. Merci Frédéric Cher de prendre avec autant de cœur cette nouvelle mission qu'on vous a attribuée, donc de remonter ces questions et d'y répondre pratiquement en direct.